les Allemands ont commencé eux aussi à utiliser le terme de fake news, ils le mettent entre guillemets bien sûr, vous savez, mais ils préfèrent le terme Lügenpresse. Lügenpresse veut dire au pied de la lettre la presse mensongère ou la presse à mensonge. Or, il y a un problème. Vous savez que l'AFD, nos collègues, quelques-uns des manifestants qui ont porté les affiches adresses derrière avec les grands titres wir sind gegen Lügenpresse, nous sommes contre le Lügenpresse. Le problème, c'est que le Lügenpresse fut très utilisé pendant l'époque du Troisième Reich. Alors, vous savez, la langue allemande est vraiment une langue tout à fait spécifique que j'admire parce qu'elle est très riche, mais le problème, c'est que c'était le langage qui fut très compromise. Vu le fait, notamment avec Lügenpresse, ça rime à la merveille avec Judenpresse. Vous savez ce que ça veut dire, Judenpresse? C'était le terme qui était très populaire dans l'Allemagne, même dans la République de Weimar, dans les journaux nationalistes et national-socialistes, etc. Donc c'est pour cette raison que cette Lügenpresse, je ne serais pas étonné du tout qu'il sera bientôt, comment dirais-je, considéré comme un crime, d'utiliser le terme. D'utiliser le Lügenpresse, il va disparaître. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, chers amis. Merci de votre accueil. Merci également à notre ami Laurent Hoc. Écoutez, dans mes études, dans nos conférences, même dans notre lecture de la grande presse, que ce soit Le Monde, que ce soit Le Figaro, ou bien le Frankfurter Allgemeine, ou bien le Washington Post, ou Huffington Post, il faut toujours, et j'insiste là-dessus, il faut toujours essayer de déchiffrer le langage. Le langage de la grande presse aux États-Unis n'est pas le même qu'en France, et il n'est pas le même qu'en Allemagne. Et je vais essayer de faire une petite étude, une petite interrelation entre la manipulation langagière entre fake news aux États-Unis et la France. Et bien entendu, je vais essayer de passer en revue un peu la langue de bois, ou plutôt la langue de béton, en ex-Yougoslavie communiste, en univers communiste où j'ai vécu, où j'ai naquis. Donc je pense que ça me donne un certain avantage de regarder cette manipulation auquel nous sommes assujettis, auquel nous sommes bombardés par ces vocables presque quotidiennement. Alors, je ne vais pas tellement m'attarder maintenant sur la Bruxelles lui-même, je peux faire quelques constats. L'impolitique, j'utilise le terme de Julien Freund, l'impolitique est le trait principal de cette structure européiste qui est nommée à un titre pompeux l'Union européenne, je ne sais pas ce que ça veut dire l'Union européenne, et que l'on essaie de nous vendre comme le meilleur du monde. Au plan de la politique étrangère, messieurs, dames, il suffit de se rappeler des événements de 1992, lors de l'éclatement de la Yougoslavie. L'Union européenne a complètement... Elle est restée retardataire, on n'a rien fait. On a même pas mal de blagues croisées aujourd'hui sur l'Union européenne qui n'a pas pu empêcher la guerre en ex-Yougoslavie. Plus récemment, messieurs, dames, et ça nous intéresse davantage, je vais essayer de me pencher davantage là-dessus, encore, on a été témoin d'une absence totale de politique commune à Bruxelles à propos de la régulation des vagues migratoires extra-européennes qui sont aujourd'hui en train de modifier le visage de l'Europe. Je ne vais pas utiliser les termes forts, qui sont un peu lourds, qui ne sont pas politiquement corrects, mais je dois le dire quand même, comme je le dis aux États-Unis, le visage racial, ethnique, anthropologique, comme vous voulez, on peut trouver un néologisme, un beau mot comme vous voulez, mais de toute façon, l'Europe ne sera jamais la même. Celle que mes grands-parents connaissaient. Quant à l'expression fake news, ça, il faut être attentif, il faut faire attention.
Il faut préciser, messieurs, dames, que c'est une expression américaine, fake news, qui est tout à fait nouvelle, même dans le vocabulaire, même dans le lexique américain, et dont il faut prudemment étudier l'usage en Europe. Je vous donne un exemple de fake news emprunté par notre classe politique dans le langage médiatique et politique, bien entendu, en Union européenne. Prenez le terme réfugié. On utilise aujourd'hui le terme apitoyant, les réfugiés, des millions de réfugiés qui nous viennent de l'Afrique et de l'Asie et du Maghreb, si vous voulez, ou de la Turquie, etc. Et on a le droit de se poser la question pourquoi on ne précise, pourquoi on n'utilise pas le langage plus précis, plus exact, notamment les migrants. Les migrants, c'est plus neutre. Pourquoi? Posez-vous la question. Dès que vous dites réfugiés, ce terme provoque des sentiments apitoyants, ça provoque une certaine mea culpa chez les Européens qui nous mène plus ou moins tous vers des actes suicidaires. Donc maintenant au conditionnel, en français au conditionnel, au plus que parfait conditionnel, on pourrait poser la question, on pourrait plutôt faire un constat. Si la classe bruxelloise, y compris Mme Merkel, la chancelière Merkel et toute la classe politique en Allemagne, en Autriche, ailleurs, etc., s'ils avaient désigné ces masses migratoires avec le terme migrants ou vagabonds, parce qu'il y a pas mal de vagabonds dans ces millions de gens qui s'amènent ici, peut-être la classe politique, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Croatie, sur la route des Balkans, ou que ce soit en Allemagne, bien entendu, peut-être ces classes, ces gouvernants qui nous gouvernent, peut-être ils auraient pris des décisions politiques plus saines et plus correctes. Donc vous voyez bien que le langage, le choix de langage décide toujours sur la décision politique. Je ne vais pas maintenant me lancer dans les études de Carl Schmitt et Julian Freud, mais il faut absolument les lire si vous voulez comprendre ces dérivations, ces glissements sémantiques dont nous sommes tous victimes en quelque sorte. Dans sa démarche écuménique, je peux dire, je rigole ici un peu, pseudo-samaritaine, débordant de la haine de soi et par le biais de sa prétendue culture d'accueil, qui est notamment très, très à l'œuvre à Berlin, chez les Allemands, la classe politique européenne, dont le centre se trouve bien sûr à Bruxelles, tente de s'assurer une bonne conscience, sans pour autant pouvoir ni vouloir satisfaire au fantasme hyper réel des migrants. Essayons pour le moment d'analyser un peu le psychisme de ces migrants. Et je suis sûr qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont vécu en Asie, au Maghreb, en Algérie bien sûr, et qui connaissent un peu le mental de ces peuples, peut-être même la langue de ces gens. Essayez un peu de vous transplanter, essayez un peu de vous mettre dans la peau, comme les Américains disent, de ces gens-là, qui regardent l'Europe, qui regardent la Sicile, qui regardent la Grèce de Tripoli ou bien d'Oran ou de je ne sais pas d'où, et quel fantasme, quelles idées, quelles illusions ils se font sur ce paradis ou sur ce la-la-land, comme les Américains disent, l'Europe. Il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les critiquer. Eux, ils ne sont pas responsables. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il s'agit ici d'un classique cas de fake news. Je m'explique. L'expression fake news, dans ce cas-là de ces vagues migratoires, renvoie au classique jeu des simulacres et des simulations aux prises les unes avec les autres. Il est opportun, bien sûr, de relire Jean Baudrillard pour savoir comment ces deux prises de conscience, d'une part la prise de conscience chez les migrants, chez les vagabonds, chez les migrants africains, arabes, je ne sais pas quoi, quelle est leur prise de conscience vis-à-vis de la prise de conscience je dois dire, des Allemands qui souffrent en quelque sorte de leur lourde
fardeau historique, de cette stigmate qu'ils appellent Geschichtsbewältigung, qui les empêche de faire des décisions souveraines. En plus, au niveau psychologique, c'est tout à fait compréhensible. C'est pas excusable, mais c'est compréhensible. C'est pour cette raison que les Allemands, toutes les classes, toutes les parties, tous les gouvernants en allemand, ils doivent être plus catholiques que le pape. C'est pour cette raison qu'ils doivent faire la surenchère avec cette culture d'accueil. Et bien entendu, c'est la politique générale plus ou moins à Bruxelles. Bien entendu, il y a quelques divergences, il y a quelques comment dirais-je en bon français, divergences, on peut dire, en ce qui concerne la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, en quelque sorte en Autriche. On pourrait en parler éventuellement demain ou plus tard le soir. Ça, c'est très intéressant. Laissez-moi quand même, juste pour illustrer ça, de citer Baudrillard, que j'aime bien, parce qu'il a en quelque sorte, il rentre dans cette phénoménologie de fake news. Voilà la citation. Nous vivons dans l'illusion que c'est le réel qui manque le plus, mais au contraire, la réalité est à son comble. À force de performances techniques, nous sommes arrivés à un tel degré de réalité et d'objectivité qu'on peut même parler d'un excès de réalité qui nous laisse bien plus anxieux et déconcertés. Bien sûr, c'est un langage un peu poétique de la part de Baudrillard, mais vous comprenez ce monde hyper-réel ou super-réel, on peut dire, dans lequel vivent des millions de migrants. Et ça, c'est juste le début, c'est ça ce qu'il faut prendre, le début, par rapport à le monde hyper-réel de nos classes qui nous gouvernent à partir de Bruxelles, Strasbourg, et bien sûr de l'air branche, que ce soit à Belgrade, à Zagreb, ou ailleurs, ou à Vienne. On n'a pas beaucoup de temps, chers amis, mesdames, messieurs, donc je vais juste lire quelques détails qui sont très intéressants en ce qui concerne le fake news et l'étymologie des fake news en ce qui concerne également le langage politique et journalistique en français. Pourquoi, par exemple, évitons en France l'usage d'expressions plus exactes? Pourquoi utilisons l'anglicisme, entre guillemets, fake news? Pourquoi dit-on pas le terme que j'aime bien, qui est vraiment très typique, qui m'est très cher, qui vraiment correspond à l'esprit français, la langue de bois? La langue de bois, monsieur Drum, est intraduisible dans la langue américaine, dans la langue française, dans la langue allemande. Ça n'existe pas. Même quand vous essayez de traduire la langue de bois, qui à mon avis correspond le mieux à cette famille de langage de fake news, ça, quand vous traduisez ça, que ce soit en croate ou que ce soit en allemand, c'est pas la même chose. C'est pas la même résonance, c'est pas le même signifié. Et je me pose la question, pourquoi au lieu d'utiliser le fake news et jouer aux Américains, je ne sais pas quoi, pourquoi on n'utilise pas la langue de bois ou la pensée unique? Voilà le terme, la pensée unique, qui est intraduisible en anglais, qui est intraduisible en allemand. On peut bien sûr utiliser oui, on peut utiliser en allemand quelques termes, mais ce n'est pas la même chose. La pensée unique, c'est un terme explicitement français, qui est très beau, qui est malheureux. Enfin, la pensée unique est tragique et désastreux. Mais c'est un terme qu'il faut utiliser au lieu de rabâcher le terme fake news. Pourquoi fake news? J'arrive. La marque des systèmes, la marque de tous les systèmes tyranniques, d'ailleurs, je n'aime pas utiliser le terme totalitaire. Voilà, messieurs, dames, je ne sais pas si vous aviez pensé. Le terme totalitaire, stato totalitario, était tout à fait neutral. Il était descriptif dans les années 20. Il n'avait pas le sens, le signifié démoniaque. Aujourd'hui, tout le monde lance ce terme totalitaire, sans même savoir ce que ça veut dire, ou ce que ça voulait dire il y a 100 ans. Alors je préfère le terme tyrannique, ça c'est plus explicite. Malgré le fait qu'il y a des bons ouvrages sur le totalitarisme par Claude Pollin, mon collègue, vous connaissez Claude Pollin, il a fait de bons ouvrages sur le totalitarisme, mais je préfère la tyrannie. Donc je m'excuse pour faire comment dirais-je, ces aventures dans la manipulation langagière, mais il faut absolument le savoir.
Aujourd'hui, bien sûr, on utilise le terme, le langage fleuri d'une part, et le langage démoniaque d'autre, qui regorge de mots et d'expressions abstraites et vagues telles démocratie, droits de l'homme, tolérance, humanisme, diversité, intégration, etc. Aux États-Unis, il y a pas mal de termes, peut-être que vous connaissez le terme qu'on utilise tout le temps sur toute la longueur de l'onde, c'est le hate speech. Ça s'utilise en France, le langage de la haine, mais c'est pas la même chose. Le hate speech en Amérique a signifié, surtout pour quelqu'un qu'on va le jeter en prison, hate speech a signifié, a une connotation bien précise. Quand vous essayez de le traduire, ça ne donne pas la même chose. Donc, si vous avez l'occasion, surtout les étudiants parmi nous, s'il vous plaît, faites des études comparées de la sémiologie comparée, la sémiotique, comme on dit. C'est très important. Le terme fake news a une forte dose ironique. Fake news est un mot composé qui veut dire tout et rien à la fois, et que l'on peut donc utiliser n'importe où pour jeter le discrédit sur n'importe qui. Ce terme a été récemment popularisé par le président américain Donald Trump dans ses ripostes aux invectives lancées contre lui par la grande presse américaine. Comme il fallait s'y attendre, le système en Amérique, y compris le système à Bruxelles, et le système libéral tout court, et son pendant européen, à Strasbourg, qualifie de fake news ce qui est contre lui et ce qui avance les nombreux critiques du système, afin de mieux cacher sa fragilité politique d'aujourd'hui. Et par voie d'extension, le système, soit à Bruxelles, soit à Washington DC, soit à Strasbourg, a récemment fait adopter des lois, en Allemagne surtout, contre les introuvables distributeurs ou diffuseurs, on pourrait dire, de fake news, c'est-à-dire contre les utilisateurs de Facebook, etc. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est pas une blague. Maas, le prénom de Maas, comment c'est Heiko Maas, c'est le chef de la police allemande, le ministre de l'Intérieur. Voilà, il deviendra ministre des Affaires étrangères. Voilà, bientôt, merci, il va devenir bientôt. Et c'est le gars lui-même qui a promu cette loi. Alors lui-même, son Facebook account a été bloqué. Donc vous voyez la perversité, on pourrait dire, du système libéral qui s'est, en quelque sorte, qui se suicide lui-même. Encore une fois, il nous faut, messieurs, dames, souligner la nécessité d'un bon apprentissage de langue de désinformation et qui émane du système, ou plutôt de la nouvelle langue de bois utilisée par l'Empire et ses scribes, que ce soit dans le monde, la Libération, ailleurs. Il faut toujours regarder qui écrit ces phrases, quel langage il utilise, white supremacist ou les racistes, néo-racistes, qu'est-ce que ça veut dire? En Croatie, par exemple, je peux vous dire, quand vous appelez quelqu'un facho, ça n'a pas la même signification démoniaque comme en France ou en Allemagne. Parce que chez nous, vous savez, même quand vous dites je suis fier d'être oustachal, c'est un signe de prestige. Bon, j'ironise un peu, mais je vous dis quand même que vu le fait qu'on a eu la guerre, vu le fait qu'on a passé à travers le communisme, je vais revenir tout de suite, ces termes, ces signifiants ont un autre signifié, beaucoup plus modeste, je peux dire beaucoup plus neutre. Ils n'ont pas encore, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore rejoint, comment dirais-je, le domaine de la démonologie, comme en France ou comme en Allemagne surtout. Tout court, en Amérique, l'expression fake news appartient au langage populaire plutôt. C'est pas de la langue soignée. En américain, le terme fake peut être utilisé à la fois comme verbe, substantif et adjectif, ce qui lui donne bien sûr une marge de manœuvre beaucoup plus large que ses synonymes et les adjectifs false ou phony. Ça, c'est l'adjectif pour fake, mais ce n'est pas la même chose, false ou phony. Le terme, à mon avis, si on traduit le terme fake news, je pense que le terme factice serait peut-être le meilleur. Factice. C'est pas la même chose comme faux. Factice, c'est quelque chose qui est mimé. Le simulacre de Baudrillard. Pensez à Baudrillard, messieurs, dames. Ça, c'est un simulacre, parce que c'est pas tellement négatif. Esprit de fabrication.
L'adjectif et le substantif américain fake renvoient au monde des simulacres et non seulement au mensonge dans la vie politique, au point qu'on pourrait utiliser la traduction française de nouvelles factices au lieu de nouvelles bidons. Bon, ça, bidon, ça c'est un terme qui est beaucoup plus convenable. De leur côté, messieurs, dames, les Allemands ont commencé eux aussi à utiliser le terme de fake news, je le mets entre guillemets bien sûr, vous savez. Je ne sais pas si vous avez peut-être noté ça en lisant la presse allemande, comme Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est plutôt de soi-disant droite, ou Frankfurter Rundschau, qui est tout à fait à gauche, ou Süddeutsche Zeitung, qui est très à gauche. Les Allemands le mettent entre guillemets, mais ce terme allemand, mais ils préfèrent le terme Lügenpresse. Lügenpresse veut dire au pied de la lettre la presse mensongère ou la presse à mensonge. Or, il y a un problème. Vous savez que l'AFD, nos collègues, quelques manifestants qui ont porté les affiches adresses derrière avec les grands titres Wir sind gegen Lügenpresse. Nous sommes contre le Lügenpresse. Le problème, c'est que le Lügenpresse fut très utilisé pendant l'époque du Troisième Reich. Alors, vous savez, la langue allemande est vraiment une langue tout à fait spécifique que j'admire parce qu'elle est très riche. Mais le problème, c'est que c'était le langage qui fut très, très, très compromis. Vu le fait, notamment avec Lügenpresse, ça rime à la merveille avec Judenpresse. Vous savez ce que ça veut dire, Judenpresse? C'était le terme qui était très populaire dans l'Allemagne, même avant, même dans la République de Weimar, dans les journaux nationalistes et national-socialistes, etc. Donc c'est pour cette raison que cette Lügenpresse, je ne serais pas étonné du tout qu'il sera bientôt, comment dirais-je, considéré comme un crime, d'utiliser le terme. D'utiliser le Lügenpresse, il va disparaître. Donc, messieurs, dames, à toute vitesse, bien sûr, on peut mentionner ici les grands écrivains qui est connu, George Orwell, je vous conseille de le lire. En ce qui concerne les États-Unis, bien sûr, il y a quelques écrivains qui ont très bien dépisté ces architectes de fake news. Je peux faire, je pense que ce sera trop subjectif, quel est le grand avantage de Donald Trump? Bon, il n'est pas un grand intello, ça se connaît, c'était pas un grand connaisseur de, disons, Schopenhauer, de Sophocle, c'est pas peut-être ce que ça veut dire le sens du tragique, mais il a fait vraiment une chose unique, vraiment historique. Il a, en quelque sorte, détruit l'invincibilité du libéralisme. Quel est le principal pilier du libéralisme? C'est ce qu'on nous a enseigné dans les écoles. C'est la presse, la soi-disant presse libre. Or, maintenant, c'est même le New York Times. L'autre jour, il y avait un article. Why is Trump a fascist? Why has so many fascist supporters? C'est-à-dire même la presse libérale, c'est soi-disant les architectes de l'opinion, soi-disant libre, sont aujourd'hui sous l'attaque. Et en quelque sorte, ça peut nous aider parce que ça nous encourage, ça nous remonte la morale, au point que, écoutez, même le terme comme fasciste, ou facho, ou nazi, ou nazion, sont tellement banalisés au point que ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est ma thèse principale. Et ça, je peux dire, grâce en quelque sorte également à Trump, grâce également à cette démolition des termes de la prose utilisée par les grands journaux aux États-Unis. Je dois faire un petit décalage, il me reste encore quelques minutes. Je dois juste regarder un peu sur le langage communiste, parce que je connais fort bien. À toute vitesse, pour s'apercevoir de l'instabilité grandissante du système, que ce soit ici ou ailleurs ou en Amérique, et de fake news, il nous faudrait esquisser quelques parallèles avec l'ancien univers communiste d'Europe de l'Est et jeter un coup d'œil sur son vocabulaire politique. Nombreux sont les ouvrages en français, messieurs, dames, qui traitent des aberrations sémantiques dans l'univers ex-communiste. On n'avait qu'à lire l'Humanité de Marché dans les années 60-70, donc vous allez voir le même langage comme moi quand j'étais gosse en ex-Yougoslavie. On pourrait citer quelques auteurs que vous devez connaître, que j'admire quand même, de leurs ouvrages, tel Alain de Benoît, qui connaît très bien la métalangue, le métalangage communiste,
y compris bien sûr Alain Besançon. Vous connaissez Alain Besançon, il a fait de très bons ouvrages sur la langue de bois communiste et les manipulations langagières. Et bien sûr, lisez, un peu avec un peu de retard, Alexandre Zinoviev. Zinoviev, qui est traduit une bonne traduction française du russe, et qui parle de ce homo soviéticus et de sa syntaxe et de sa morphologie. C'est obligatoire pour tous les étudiants qui font de la linguistique, surtout s'ils s'occupent du langage, de cette propagande. Voilà, je préfère le terme la propagande ou l'intox. Pourquoi utiliser fake news? L'intox, voilà, on est tous des victimes de l'intox, que ce soit ici, que ce soit ailleurs aux États-Unis. Et même ce qui est même pire, je n'ai pas le temps pour ça de vous dire, en tant qu'ancien prof aux États-Unis, ce qui est tragique, c'est que c'est le langage également de fake news ou de fake récit. Fake histoire, fake victimologie, fake victimaire, les récits victimaires, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez à quoi je me réfère. Dans toutes les écoles, au collège américain, en Amérique, pas en Amérique, également en Allemagne, également, ce n'est pas seulement la grande presse qui nous ment, c'est également les grands professeurs, les grands titrés qui nous mentent également, surtout en histoire, en sciences politiques, en histoire, même en littérature. Or, quelques détails sur la... J'ai moi-même écrit quelques articles documentés sur le langage communiste en Yougoslavie. Plus tard, si vous voulez, je vous donne mes coordonnées. J'ai fait quelques traductions du français en anglais ailleurs. Et articles qui ont été publiés en français en anglais. Ce qui frappe, ce sont les nombreuses similitudes entre le langage médiatique et juridique utilisé à l'heure actuelle en Occident, notamment à Bruxelles et à Washington, et le langage officiel que l'on utilisait naguère en Europe communiste. Le premier constat, ou plutôt le dernier constat que l'on doit faire est que ces similitudes paraissent plus criantes aujourd'hui, vu que suite à la chute de son double communiste, je répète, vu la suite à la chute de son double communiste en Europe de l'Est, l'empire libéral, à savoir Bruxelles à Washington DC, où le système libéral tout court, a été mis complètement à nu. J'explique. Le système où l'empire libéral, ou bruxellois, ne peut plus se cacher derrière ses anciens faux ou fake discours anticommunistes comme pendant l'époque de la guerre froide, qui furent son bagage principal pour se donner la légitimité. Tous les deux, le libéralisme et le communisme, sont au fond des frères jumeaux, et la raison de la chute du communisme doit être recherchée dans le fait que le libéralisme occidental, à Strasbourg, à Bruxelles, à Washington, doit être recherché dans le fait que le libéral occidental avait beaucoup mieux réussi à mettre en œuvre son empire de fake news, de fausses nouvelles, que l'univers communiste et nos scripts en ex-Yougoslavie communiste. Je pouvais, quand j'étais gosse, déchiffrer le communiste par sa physiologie, par son phénotype, par sa race, si vous voulez, alors que dans le système libéral, cette oppression, cette répression est beaucoup, beaucoup plus difficile, parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire la distinction entre amicus et inimicus, entre amis et ennemis. En Yougoslavie communiste, moi je suis citadin, on faisait des blagues, parce qu'on pouvait dépister un flic communiste à partir de 200 mètres, on peut dire, on faisait des blagues, voilà, c'est un co-communiste, tu peux le voir d'après ses chaussures, d'après ses godasses, ces gars-là. Hein. On les connaissait, ça c'est plus possible. Le système de surveillance aujourd'hui est absolument incroyable. Je viens donc terminer, il me reste 2 minutes. Pour conclure, chers amis, messieurs, dames, sur une note positive, on peut dire que grâce à cette surenchère de fake news, les termes démonisants que je viens de mentionner, utilisés autrefois par la propagande communiste, comme par exemple Antifa, antifascistes, sont en train de perdre aujourd'hui, fascistes, leur sens original, au point qu'ils risquent dans le système libéral aujourd'hui de devenir un signe d'honneur pour ceux auxquels ces termes sont destinés. Ce fut récemment le cas avec la mouvance de l'alt-right, que je connais d'ailleurs, ces gens-là, qui sont très bien, en Amérique, qui furent submergés par les épithètes criminalisants, qui ne valent rien aujourd'hui.
Et ce sont de bonnes nouvelles. Même le président Donald Trump et Madame la chancelière Angela Merkel, ou bien le Premier ministre hongrois Viktor Orban, et même le Premier ministre israélien Netanyahou, chacun à sa façon, sont décrits par leurs opposants comme fascistes. Messieurs, dames, je termine, mais il faut que je lise ça. Il y a un beau proverbe français que j'aime bien, peut-être je vais le prêter à ce livre de Ferdinand, que j'admirais comme gosse. Et c'est celui. Bon, il y a un beau proverbe français qui affirme qu'on est toujours le compte de quelqu'un d'autre. Or, messieurs, dames, dans le langage du système d'aujourd'hui, nous tous, on sera fâchés de quelqu'un d'autre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.